Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous Made in France, l'émission qui réveille les couleurs. Ce soir, celle qui va vous réveiller les couleurs, c'est Sophia Ossini, qui est une militante féministe, comme elle se définit, qui est jeune, une jeune militante, mais pas par le talent, par l'âge. Donc, Sophia, bonsoir. Bonsoir Eki, merci de me recevoir. Alors, vous êtes aussi, donc vous allez nous dire quel est votre parcours, d'où vous venez, comment vous êtes arrivé en France, vos origines, ce que vous voulez. Et vous nous parlerez aussi après de votre blog La Robe Rouge, qui vous a fait connaître un peu. Alors, qui est Sophia Ossini? Eh ben, Sophia Ossini, comme vous le dites très bien, est une militante pour les droits des femmes et pour les droits humains en général. C'est vrai que j'ai commencé à militer très tôt. Aujourd'hui, je n'ai que 24 ans, mais j'ai commencé assez tôt mon parcours militant et mon engagement dans le tissu à la fois associatif mais aussi politique. Cette conscience, en fait, elle est née très tôt, donc dès mon arrivée en France. On est arrivé donc au début des années 2000 et j'ai vu en fait, j'ai eu en pleine face avril 2002. Donc le fameux 21 avril qui a opposé Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen. Et j'avais beau être super jeune et être encore dans l'apprentissage du français qui n'est pas ma langue maternelle parce que je suis née en Algérie, que je suis kabyle et que ma langue maternelle n'est même pas l'arabe mais le berbère. Donc même si j'étais dans cet apprentissage du français et que j'étais encore voilà, dans engranger de nouveaux codes, de nouvelles façons de faire, j'ai tout à fait compris en fait l'enjeu qu'il y avait ce soir-là. Et pour moi, il y avait une véritable menace pour les droits de tout un chacun. Et voilà, ça a été un vrai sacrifice pour mes parents de quitter l'Algérie, de quitter la famille, de quitter tout ce qu'on connaissait pour arriver ici en France alors que on ne connaissait personne et que, comme je vous le dis, c'est tout un paquet de codes qui sont quand même assez éloignés des nôtres pour plein de raisons différentes. Et donc très tôt, en fait, à la fin de la troisième, donc vraiment assez tôt dans mon parcours scolaire, j'ai commencé à militer. Tout d'abord, une petite expérience au MJS pour ne rien vous cacher. Donc quelques mois qui m'ont suffi à comprendre que c'était idéologiquement pas la famille politique dans laquelle j'avais envie de m'engager. Mais tout de suite après, par la logique des choses, je suis allée un peu plus à gauche et j'ai découvert le Parti communiste. Le Parti communiste qui du coup est un peu voilà, ma famille idéologique de base, où je me suis formée aux différents combats, à expliquer aussi les différents paradigmes de ce qu'est le communisme et de ce pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui sous une autre forme. C'est comme ça que j'ai appris l'importance, non pas des acquis sociaux, mais des conquis sociaux. C'est d'ailleurs assez d'actualité aujourd'hui, notamment avec voilà, la façon dont bougent les choses, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron notamment, qui bouscule tous ces conquis sociaux pour lesquels ce sont nos prédécesseurs communistes qui ont fait le travail, tout simplement. Et donc, en parallèle de ce combat militant de terrain, on va dire, j'ai très tôt découvert l'écriture. Pour la petite anecdote, en fait, c'est un jour quand mon père a eu son premier travail, donc c'était compliqué quand on arrive en France. Nous, on est arrivés à 8. Ma mère était enceinte du 9e enfant. Donc voilà, vous êtes la combien dans la fratrie? Moi, je suis la 7e. Ah oui, la 7e, il y avait des plus grands, donc vous avez Il y des plus avait grands. des plus grands, ouais. Il y avait des plus grands et donc oui, on est arrivés tous ensemble quoi, en même temps. Et donc en fait, on se suit un peu dans l'âge. Donc même s'ils étaient plus grands, on est quand même tous assez rapprochés, quoi. Et quand mon père a eu son premier emploi, il nous a tous fait des petits cadeaux. Et donc l'une de mes sœurs, il lui avait offert des chaussures, une autre, il lui avait offert un pull, le frère, il lui offre voilà, un jeu vidéo, je sais pas trop quoi. Et moi, il m'offre un cahier. Et donc ça avait déjà un peu commencé comme ça. Et moi, vraiment, ça m'a révélé un truc. J'avais 10 ou 11 ans. Et ce cahier, je me suis dit, mais il faut que je le remplisse en fait, il faut que je m'entraîne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et développer un véritable amour en fait pour l'expression. J'ai très tôt compris que savoir s'exprimer correctement, avoir une aisance à l'oral, avoir une aisance à l'écrit, ça allait être une clé en fait pour m'en sortir après. J'avais aussi conscience du fait que si j'étais restée en Algérie, moi, notamment en tant que femme et jeune, ce serait quand même vachement plus compliqué aussi de
voilà, simplement de prendre le chemin de l'émancipation. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris cette chose vachement à cœur et vachement au sérieux, à savoir l'écriture et le militantisme. Après ça, du coup, j'ai effectivement lancé le blog La Robe Rouge, qui était du coup à mi-chemin entre mes valeurs plutôt partageuses, communistes, etc. D'où le rouge de La Robe Rouge. Et la robe parce que, bizarrement, j'ai découvert qu'en France, le combat, entre guillemets, c'était tu sors dans ta cité, tu te fais huer ou traiter de je ne sais quoi quand tu portes une robe qui est jugée un peu trop courte. Et je connais des tas aussi de femmes qui ont été victimes notamment de harcèlement de rue. Quand elles allaient porter plainte, les forces de l'ordre, la police leur disait non mais en même temps, il ne faut pas vous étonner de ce qui vous arrive si vous êtes habillé de la sorte. Et il se trouve que j'ai vécu la même chose pas plus tard qu'il y a un mois à Marseille dans un café où on était avec des amis, où on a assisté à une scène de viol et oui, où encore une fois, voilà, la police minimise en fait ce qui se produit. Et donc, c'est assez... Ce que vous me dites, c'est intéressant parce que la misogynie, en fin de compte, et la lutte pour l'égalité femmes-hommes, pardon, parce que c'est femmes-hommes dans l'alphabet, c'est un combat qui ne concerne pas, contrairement à ce que vous dites, vous avez dit effectivement peut-être que dans les pays, là, ça peut être plus dur que ça, mais il y a des féministes, il y a des militantes, il ne faut pas qu'ils se battent dans des conditions, mais ça veut dire que même en France, parce que si, y compris dans les ça, vous dites, mais il ne faut pas vous étonner, donc on a déjà des préjugés ou des représentations sur les femmes, sur... comme on dit, l'habit fait pas le moine, mais pour les femmes, l'habit ferait le moine, c'est ça? Mais vous avez tout à fait raison, Akli. Et c'est en ça qu'il y a un problème de fond et que les gens ne prennent pas au sérieux ces questions de féminisme, en fait. Tout de suite, on vous dit, mais non, mais vous êtes des extrémistes, mais de quoi vous vous plaignez, etc. Déjà, il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes. Les revendications des femmes algériennes ne sont pas les mêmes que celles des femmes françaises. Et effectivement, il y a des problématiques qui sont inhérentes à chaque société, je dirais même à chaque ville. La réalité Île-de-France, par exemple, n'est pas la même que la réalité en milieu rural ou à Marseille ou dans une autre grande ville. Et donc, c'est se faire une énorme erreur, une énorme bêtise que de parler du féminisme de manière généraliste. Et effectivement, aujourd'hui, le combat des femmes en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient n'est pas le même que celui des femmes européennes. Et même à l'intérieur de l'Europe, quand on voit par exemple, ne serait-ce que nos voisins espagnols sur les questions de l'IVG, eux, ils étaient... Enfin, voilà, on n'a pas les mêmes droits en termes d'IVG, quoi. Donc, il y a des pays, même en Europe, où ça va plus ou moins loin. En Afrique du Nord, c'est la même chose. Donc voilà, c'est... simplement, en fait, arrêtons d'être dans l'injonction tout le temps, en fait. Et les femmes vivent des injonctions au quotidien sur tout un panel de problématiques, le travail, faire des enfants ou pas, les vêtements. Et effectivement, on en arrive aujourd'hui à... ça ne va jamais, en fait. Si je m'habille avec... Trop long ou trop court à chaque fois. Voilà, exactement. C'est fou ce débat sur où les gens voudraient imposer des tenues vestimentaires aux gens. Les gens ont le droit de s'habiller comme ils ont envie, non? C'est aussi ça la liberté, non? C'est tout à fait ça. Ici comme ailleurs, d'ailleurs, moi je dis ça, c'est pas qu'en France, je parle. Pour moi, dans le monde, les gens ont le droit de s'habiller comme ils ont envie de s'habiller. À partir du moment où il n'y a pas attentat à la pudeur, où il y a le respect de choses, mais le problème, c'est fou ces faux débats. Vous connaissez, c'est pas des faux débats qu'on a instaurés, et du coup, chacun essaye de s'accrocher à ce faux débat, et en essayant de faire de l'injonction vestimentaire, et surtout aux femmes, parce qu'on dit rien aux hommes pour l'instant. Effectivement, moi c'est pour ça que très tôt j'ai eu cette culture en fait de voilà, je n'ai pas envie de me taire. Aujourd'hui, j'habite dans un pays où a priori j'ai le droit de m'exprimer, que je sois une femme, que je vienne d'Algérie ou pas. Et j'ai saisi en fait tout simplement cette chance et je suis gardienne jalouse de cette liberté parce qu'effectivement elle n'est pas donnée et dans certains autres pays c'est quand même un petit peu plus compliqué, ne serait-ce que de se retrouver là sur ce plateau et de pouvoir discuter librement, que vous respectiez aussi ma parole. Et donc voilà, j'ai très tôt compris l'importance de ce combat et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai créé ce blog qui a eu
qui a eu énormément d'audience et qui m'a ouvert des portes que j'aurais pas pu avoir autrement. Je suis du coup devenue pigiste et j'ai pu très tôt commencer à réaliser mon rêve de journaliste, rédactrice, appelez-le comme vous voulez, et faire un vrai travail pris au sérieux par d'autres personnes aussi. Et du coup, dans cette injonction aussi, celle qui me fait de la peine, donc indépendamment du féminisme, et je pense que ça se rejoint aussi, c'est l'injonction que l'on fait aux gens qui arrivent en France aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre en 2013 qui s'appelle « Une Française de fabrication ». Et donc, j'ai bien insisté sur le féminin de français, qui est française, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est déjà compliqué d'être un Français de fabrication, mais ça l'est encore plus quand on est une Française de fabrication. Considérée comme une Française de fabrication, voilà. C'est quoi votre concept? C'est quoi pour vous considérer comme une Française de fabrication? Un Français de fabrication, en fait, j'ai fait un petit jeu de mots parce qu'en 2012, donc, il y a eu les avant-dernières élections. Et Marine Le Pen donc, était candidate du Front National. Et j'avais suivi de très près tous les débats et toutes les problématiques, on va dire, qu'il y avait durant cette campagne. Et la problématique numéro 1, c'était l'immigration. Voilà. Le gros problème de la France, c'est l'immigration. Alors que, comme vous le dites très bien, je veux dire, c'est n'importe quoi de mettre en avant la tenue des femmes trop long ou trop court, trop couverte ou trop dénudée. Et c'est la même chose, en fait, pour arriver ou pas. Dans le monde, on n'est pas le pays qui accueille le plus de migrants. Voilà, de migrants. Quand un Français s'en va vivre ailleurs, là on l'appelle expatrié. Là tout de suite ce n'est plus du tout ni un immigré, ni un migrant, ni quoi que ce soit d'autre. Alors qu'un Français qui va vivre et travailler dans un autre pays, pardon, mais c'est la même chose aussi. Il s'agit bien d'un migrant, c'est une forme de migration aussi. Donc très tôt aussi je me suis posé la question de pourquoi en fait c'est si compliqué voilà, d'avoir juste sa place, qu'on soit femme, qu'on soit réfugié ou pas, etc. Et malheureusement, dans cette campagne, donc de 2012, pardon, c'était quelque chose qui revenait tout le temps. Et j'en ai eu marre, en fait. Et il y a eu notamment un meeting durant lequel Marine Le Pen a dit mais pendant combien de temps allons-nous encore fabriquer des Français? Et là, je me suis dit, mais alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Comme si on fabriquait des Français. Exactement. C'est une entreprise et un moule, quoi, et on les sort. C'est une uniformité, quoi. Et surtout, il y a cette idée d'obsolescence, en fait. La fabrication, c'est en fait, on est des Français Ikea, en fait. C'est ça. Pardon, peut-être qu'on n'a pas le droit de dire de marque, mais français français bas de gamme, en fait, français fabriqué. Et du coup, je me suis dit, mais c'est limite vulgaire de parler dans ces termes-là, parce qu'en plus de ça, il y a en filigrane cette histoire d'obsolescence. Un français fabriqué, on ne peut pas lui faire confiance, il va nous trahir à un moment ou à un autre pour se rallier à sa cause et à sa communauté initiale, alors que, non, en fait, on est le fruit de son histoire, effectivement. Et moi, si aujourd'hui je suis la militante que je suis là, c'est parce qu'auparavant, j'ai connu un autre pays, j'ai grandi dans un autre pays, que je suis arrivée ici, que j'ai eu tout un apprentissage à faire, que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la mentalité, que l'école y est pour beaucoup aussi, etc. Mais qu'on n'a pas le droit, en fait, de juger les gens par rapport à l'histoire. On juge les gens par rapport à ce qu'ils sont là à l'instant T et pas sur ni leur origine, ni leur religion, ni leur... c'est pas le plus important quand même. C'est marrant ce que vous dites, parce que c'est souvent ça le débat. Effectivement, est-ce que ce sont des Français fiables ou pas fiables? Mais fiables par rapport à quoi? Par rapport à un système de valeurs ou par rapport à des positions? Parce que sinon, les Français qui font aujourd'hui l'honneur de la France sous Vichy, c'est ceux qui étaient dans le maquis. C'est pas ceux qui étaient avec le régime. Parce que c'est là où le débat il est. Pardon de le dire, et je sais que tu suis, Michel Rocard, parce que je me suis Michel Rocard, c'est l'honneur de la France. L'Algérie, il l'a beaucoup marqué. C'est l'Algérie qui l'a influencé dans son parcours, parce qu'il n'a pas accepté ce qui se passait. La colonisation, personne ne peut l'accepter. Donc, et c'est pas le seul, Albert Camus. Voilà, mais beaucoup plus. Ouais, mais Rocard a vraiment écrit, puisqu'il a rendu le rapport qui a fait exploser les choses. Donc, à un moment donné, c'est à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais de quelle France vous parlez? Tout à l'heure, il y a des féminismes, mais il y a aussi des France qui s'affrontent. On le voit bien lors d'élections, il y a quand même des France. On parlait tout à l'heure de trucs. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens font des confusions, ou alors peut-être qu'ils ne sont pas au clair, justement, eux-mêmes, dans la France qu'ils veulent, quoi?
Ou alors, Mais plutôt ils sont très au clair. complètement confus, ne serait-ce que dans... moi, j'ai posé la question à des gens, mais toi, tu es français. Ouais, moi, je suis français. Mais c'est quoi être français, en fait? Aujourd'hui, et posons la question. Qu'est-ce qu'être français, en fait? Est-ce que être français, c'est simplement avoir un papier? Bah alors, dans ce cas-là, pourquoi me ramène-t-on tout le temps à mes origines? Pourquoi moi, quand je vais à la mairie refaire mon passeport ou ma carte d'identité, on me dit non, les gens comme vous, c'est à la préfecture. Ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses qui me sont arrivées. Si, ça, c'est les gens comme vous, ça veut tout dire, quoi. C'est révélateur, quand même, que vous n'êtes pas français, quoi. Donc là, elle vous dit que vous n'êtes pas française. Ah, vous avez des papiers. Complètement. Et à côté de ça, même dans ma communauté, il y a aussi des gens qui, eux, sont entre guillemets plus français que moi parce qu'ils sont là en France depuis plusieurs générations. Eux sont nés en France, voire leurs parents sont nés en France. Donc, on va arriver à la 5e génération. Hein. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont français, mais ils sont déjà à 5 générations. Et leurs enfants sont nés en France et on vous reproche en fait d'être trop occidentalisé. Et alors du coup, c'est hyper compliqué en fait pour des gens comme moi qui sont jeunes, adultes, mais primo-arrivants en fait, de se retrouver en fait dans cette vaste France, effectivement, qui est faite d'un énorme melting pot avec des Français, hein, originaires d'ailleurs, des Français Tous les Français sont originaires d'ailleurs, parce que beaucoup de monde de province, hein, breton. C'est quand on parlait de français, il faudrait définir ce que c'est que la notion de français, parce que les gens d'Auvergne, les Occitans, les Basques, c'est pas des Francs, à l'origine, c'est Corse. C'est melting pot, la France. C'est un énorme melting pot. Mais du coup, je pense que ça a créé une génération un peu de frustrés. Et je vous fais grâce de Nice, qui a été française après nous. Je vous fais grâce de l'Alsace et de la Lorraine. Je vous fais grâce de tout ça. Hein. Complètement, mais c'est bien sûr qu'il faut poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être français? Comment être français? Qu'est-ce qu'un bon français? Qu'est-ce qu'un mauvais français? Comment on fait en fait? Mais je pense que la vraie solution, c'est de ne pas poser la question. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas la réponse. Non seulement il n'y a pas de réponse, demandez à un parent, prenez sur une métaphore, est-ce qu'on peut demander à un parent de nous dire quel est dans ses enfants le bon et le mauvais enfant? Est-ce que c'est possible qu'un parent vous réponde à une question comme ça? À votre avis? C'est le combat de toute ma vie, Akli. C'est arrêtons de mettre les gens dans des cases. Quand il faut aider tout le monde. Et personne ne doit être mis sur le banc de la société. Ni les femmes, ni les gens qui sortent d'incarcération, ni les gens qui ne sont pas nés en France, ni les gens qui... la France doit embrasser tous ses enfants. Et même les vilains petits canards, même les plus téméraires et les plus casse-cou d'entre eux, on doit embrasser tous ces enfants et prendre soin d'entre eux, enfin de chacun d'entre eux. Et c'est ça, en fait, finalement, la lutte contre les discriminations et les inégalités. Si on ne s'occupe pas de chacun avec la même force, le même élan du cœur, on n'est plus un militant et on n'est plus un humain, en fait, tout simplement. Et c'est en ça que moi, les gens qui disent, ne serait-ce que le terme de racisme, en fait, on ne peut pas admettre qu'à l'intérieur du genre humain, des races puissent exister. Autrement, on ne pourrait pas enfanter les uns avec les autres. Voilà, et c'est en ça que moi je me dis, mais le problème de la France, c'est simplement que du coup, on essaie tout le temps en fait de créer des cases. Donc les quarantenaires ne doivent pas fréquenter les vingtenaires, telle communauté ne doit pas fréquenter telle communauté. Et les communautés entre elles aussi en fait alimentent ce truc-là. Est-ce que vous n'êtes pas, faut être, en clair, moi je pourrais vous dire, vous êtes aussi un vilain petit canard, parce que c'est ceux-là qui font bouger la société. Parce que c'est ceux qui réinterrogent la société qui la font bouger, pas ceux qui sont dans le flot et qui glissent, aucune allusion au mouton ou quoi que ce soit, mais est-ce que votre position, c'est aussi de bousculer, vous bousculez un peu les choses, un peu, non? Mais moi, à votre façon. Bien sûr, je suis quelqu'un qui est sans filtre, absolument sans filtre, et j'ai pas peur, en fait, aujourd'hui de dire... comme disait Matou Bounès, je préfère mourir pour mes idées, pour mes combats, que de vieillesse ou de lassitude. Et je suis entièrement là-dedans aussi.
Et donc, voilà, sans filtre, et j'accepte tout aussi bien, et j'assume tout aussi bien de faire des griefs à ma communauté d'origine, à savoir les Nord-Africains, pour parler de manière très générale, parce que c'est une mentalité, une communauté que je connais, tout comme de faire des griefs aussi à la communauté dans laquelle je me suis intégrée aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça aussi que je suis militante, communiste, associative. Moi, je vais sur le terrain, je fais des choses à la fois dans les quartiers, dans différentes villes, pour différentes associations. Et voilà, je me suis retroussé les manches et j'y suis allée. Après, j'essaye aussi de faire bouger les lignes dans ma communauté parce que ne nous voilons pas la face. Il y a un proverbe en kabyle que j'adore, on dit on ne cache pas le soleil avec un tamis. Et c'est un peu, moi, le reproche que je fais à toutes ces jeunes femmes qui disent je suis musulmane et féministe, par exemple. C'est un concept que j'ai, après c'est mon point de vue, que j'ai encore un peu de mal à comprendre, parce que comment peut-on respecter le culte musulman alors qu'il y a quand même plein de choses qui sont pas franchement comme dans féministes. Le culte chrétien, comme dans le culte du judaïsme. Tout à fait. Non, mais les religions, c'est conservateur, ça on le sait, mais c'est une expression pour répondre aux gens qui sont aussi, parce que le problème, c'est qu'il faut, est-ce que vous pensez pas que, alors pas pour défendre, mais ces gens-là sont victimes aussi de tellement de stigmates qu'ils sont obligés d'utiliser pour se dire, bah attendez, on peut pratiquer la religion et défendre les droits des femmes, parce que dans l'islam, on défend la femme, la place de la femme, elle est pas, parce que le problème, c'est l'interprétation qu'on a de l'islam, et on le voit bien, nous, pour parler moi je suis kabyle, c'est un problème que j'utilise aussi pour le tamis, parce que c'est jamais, parce que ça a les étages de rousseur, donc on voit tout de suite, c'est comme celui qui met la main dans le pot de chocolat et qui dit non, c'est pas moi, et la main est, voilà, mais c'est comme ça qu'on attrape le verre. Mais je pense que, justement, aujourd'hui, on est en train de galvauder les concepts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait être politique, féministe, sans forcément se référer à une religion, à une origine. Mais comme on veut nous associer, est-ce que les gens aussi n'essayent pas d'utiliser les concepts qu'on utilise pour essayer de se réhabiliter ou de les réhabiliter ou de redonner? C'est là où c'est le risque. Et surtout, ils confortent un certain nombre d'amalgames, comme le fait par exemple d'être, voilà, quand on vient d'Afrique du Nord, on est forcément musulman. Non. C'est ça. Ou alors on vient de tel pays, on est forcément chrétien. Libérons les gens de cette injonction à être d'un culte précis. Et le Nord-Africain, il est Nord-Africain. Il est voilà, algérien, tunisien, marocain, libyen, j'en sais rien, on s'en fiche d'ailleurs. Et encore plus le fait d'être voilà, d'appartenir à une religion ou à une autre. Après, malheureusement, les religions, que ce soit en France ou en Afrique du Nord ou ailleurs dans le monde, ont laissé en fait laisse transpirer un certain nombre de concepts qui malheureusement gangrènent la société. Pourquoi aujourd'hui en France, voilà, jusqu'à il y a très peu de temps, le port du pantalon par exemple était encore inscrit. C'est ça qu'il faut le dire, c'est ça, même comme interdit dans le code civil. Mais même dans la religion, la contraception n'est pas quelque chose qui est prôné. D'ailleurs, si on les écoutait, même le préservatif, il y a eu des débats là-dessus, je pense. Complètement. Et c'est vrai que voilà, moi, ce que j'essaie de faire autour de moi, et en commençant par ma famille, mes amis, mes voisins, mon réseau, dans les différents réseaux dans lesquels je milite, c'est déjà, et c'est en ça que mon histoire d'expression, elle est hyper importante, c'est que derrière chaque mot, il y a un sens, un signifié à un signifiant, et qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel mot. Et donc, c'est déjà éduquer à remettre les bons mots sur les bons concepts et donc de travailler sur ces histoires d'amalgame. Et je pense que c'est hyper important. L'antisémitisme, par exemple, on l'utilise dans son sens strict. L'antisémitisme, c'est insulter à la fois les gens de culte juif comme de culte musulman, parce que ce sont des sémites. Voilà, et les sémites, c'est pas la religion, c'est les sémites. Voilà. C'est pas lié à une religion. Sauf qu'aujourd'hui, c'est lié seulement à une seule religion. Voilà, donc, mais c'est le sémite. Que... Non, mais c'est pour ça le sémite, c'est antisémite, c'est le sémite. Le sémite, c'est l'habitant d'Afrique du Nord, c'est l'arabe, c'est tout cela. C'est l'hébreu, c'est les sémites. Voilà, complètement. Mais les gens ne l'entendent pas, ça. Et du coup, ils restreignent en fait vachement les concepts. Et c'est en ça qu'en fait, les gens ne se comprennent plus. Et qu'aujourd'hui, je suis également engagée dans une association qui s'appelle la Zone d'expression prioritaire, qui est une association d'éducation aux médias. Et l'idée, c'est à la fois de
d'essayer de porter le plus possible des messages positifs sur les réseaux sociaux, de leur donner les clés pour s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, voilà, nous qui venons des couches sociales les plus basses, l'idée c'est d'arriver à faire un peu mieux que nos parents, de vivre un peu mieux que nos parents. Sauf que si on n'arrive pas à s'exprimer comme il faut, on n'arrivera à rien. Aller demain devant un employeur, vous envoyer un gamin de Seine-Saint-Denis ou qui a parlé à la maison, qui parle même pas ni très bien leur langue maternelle et qui ne parle pas très bien non plus le français. C'est quand même compliqué pour eux. Donc l'idée, voilà, c'est de leur redonner les outils d'expression, de les aider dans un parcours d'émancipation, de résilience par l'expression à la fois écrite et orale, et puis de faire un travail aussi sur le discours en ligne, sur mon image en ligne, sur voilà, ne pas entrer dans le conflit et faire attention que si j'utilise tel mot, l'autre va l'interpréter comme c'est écrit dans le dictionnaire et pas comme moi je pense l'interpréter. Et donc c'est tout ce travail-là aussi, à la fois, parce que moi ça m'a aidé en fait de m'entraîner à écrire, etc. Et on ne serait pas là aujourd'hui si j'avais pas fait ce chemin toute seule. Oui. Moi je l'ai fait seule malheureusement, mais aujourd'hui l'idée c'est de le donner à nos cadets, de transmettre ce savoir-faire, ces compétences aux plus jeunes. Quoi. Juste parce que je trouve que franchement c'est intéressant parce que je sais ce combat et tout, et nous c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte qu'on découvre les gens dans leur ensemble. C'est cette expression, je pense que cette liberté d'expression, le fait que les gens puissent regarder des gens qui pensent différemment, qui posent problème. Je pense qu'on a une société qui s'est sclérosée en voulant ne parler qu'avec des gens qui pensent comme nous. Et par exemple, quand vous dites tout à l'heure, je reprends parce que c'est important, parce que je sais que vous avez des accroches là-dessus, musulmans et féministes, quand vous réinterrogez, vous le réinterrogez avec à votre façon à vous, qui n'est pas pleine de préjugés de représentation, mais pour d'autres, ça veut dire que vous pourriez vous opposer avec elle, alors que c'est pas le but, je crois, que vous m'avez dit. Et par exemple, moi j'ai vu des femmes qui portent le voile, le foulard, hein, je parlais de tout ça. À l'époque, c'était à la mode. C'était dans la nouvelle vague, les femmes en France avaient des foulards hein, sur la Côte d'Azur, dans les voitures décapotables. Hein, je le dis au cas où les gens. Eh ben, elles peuvent être émancipées, elles peuvent être féministes. C'est-à-dire que personne ne leur impose. C'est-à-dire que du coup, c'est élégant, ça peut être. Mais on a l'impression que à partir du moment où on leur aurait imposé, il y a forcément des gens qui imposent. Mais au lieu de poursuivre, il y a une schizophrénie autour de ça. Il y a ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Ouvrez un magazine de mode et tout ça actuellement. Et vous verrez que les différentes chaînes de prêt-à-porter les plus connues investissent le foulard comme un élément de mode. Et alors que dans certains pays, c'est un joug patriarcal contre lesquels des femmes se battent. Et donc c'est en ça qu'il y a une certaine schizophrénie parce que bon bah voilà, ce n'est pas autorisé dans certains cercles en France, etc. Mais par contre, quand il s'agit d'en faire un élément marchand et d'en faire un élément sur lequel on peut se faire de l'argent, là tout de suite ça pose moins de problèmes. Donc c'est en ça que repose un peu la schizophrénie. Quand il s'agit et pour tout, hein, la mode les motifs ethniques, le foulard, les bijoux berbères aussi d'ailleurs. Hein, je vois pas mal dans certains chaînes de prêt-à-porter comme je vous le dis, etc. Utiliser ça pour la mode, mais en n'expliquant pas du tout d'où ça vient, qui porte ça, pourquoi, etc. Ils se font de l'argent sur le côté ethnique. Après, les gens qui vont avec, ça, non, vous restez chez vous. C'est comme moi, les gens qui me disent « Ah non, mais je suis pas raciste, je mange du couscous », ça va. Oui, je connais. Mais voilà, c'est pour ça que je disais, c'est important parce que moi, quand je vous dis ça, c'est-à-dire qu'il faut, ce que j'explique aux gens, c'est que l'égalité ne peut pas être à géométrie variable. Ou elle ne peut pas être sur le territoire. C'est-à-dire que si on veut effectivement la liberté vestimentaire pour tout le monde, il faut que ce soit partout. On ne peut pas avoir un discours à géométrie variable, ici, là-bas, etc. En même temps, bon, il faut aussi que les gens, aussi posent les débats. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des choses, des gens qui parlent dans tous les sens, ce débat, il part dans tous les sens. Je trouve que c'est le débat, je ne sais pas si vous, c'est pour ça que dès que vous dites une expression, vous êtes tout de suite, on vous tombe dessus d'un côté ou de l'autre, parce que ça part dans tous les sens, on a l'impression, on y met tous nos préjugés, toutes nos représentations. C'est devenu un fantasme pratiquement, non? Complètement. Vous ne voyez pas comme ça? Ah oui, même quand on est constructif, on se fait attaquer. Même quand on est... Et c'est encore une fois... pour plein de raisons. Je suis jeune, je suis femme, je suis issue de l'immigration et voilà quoi, je cumule entre guillemets un petit peu quoi. Et donc c'est vrai qu'on est encore moins conciliant avec moi parce que dès que je vais aborder l'une de ces choses, on va me tomber dessus en me renvoyant à ma condition. Et pas toujours les mêmes, hein, souvent c'est de côté, exactement, d'un côté comme d'un autre. Ouais. Exactement. Une fois, je fais une manif contre le Front National, c'est des
néo-nazis qui m'attaquent, une camarade et moi, sur les réseaux sociaux avec des milliers et des milliers, des appels au viol, des appels, des menaces de mort, etc. C'est monté du coup à l'époque jusqu'à Christiane Taubira qui a fait un communiqué de presse. Ensuite, une autre fois, c'est, je sais plus ce que j'avais dit, c'est des fachos de l'autre bord, plutôt voilà, ultra religieux, etc., qui me tombent dessus en disant mais celle-là, c'est une mécréante et en plus, voilà, elle renie ses origines, elle renie, enfin voilà. Donc il y en a de tous bords. Malheureusement, le fascisme, les extrémismes existent dans tous les sens et du coup moi étant à la voilà un peu à la rencontre de tout ça et à l'endroit de plein de mouvances et de militantisme si j'ose dire, du coup je suis 2 fois plus sujette entre guillemets à la discorde, on va dire. Voilà. Mais enfin, vous disiez tout à l'heure, parce que moi c'est pas bon, mais vous parlez effectivement de votre engagement à gauche, communiste, etc. Bon, c'est pas un engagement qui est contre tel ou tel. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est pas fondé sur la religion. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes en cela, pour moi, fidèle aux valeurs que vous défendez. Vous êtes pas, on peut pas vous faire ce procès d'intention. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec vous, mais en tous les cas, ce que vous défendez, vous êtes fidèle à vos valeurs, de communiste, de gauche, féministe. Moi, j'essaie de le vivre au quotidien. Pour la petite histoire, quand c'était en 2014-2015, j'étais encore étudiante et pour financer mes études, je travaillais dans un magasin de prêt-à-porter. Et effectivement, en fait, je me suis très tôt, au bout de quelques semaines seulement, j'ai fait la réflexion dans ma tête et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de vendre des vêtements produits par des petites filles exploitées dans un pays, vendus comme toi par des femmes qui... et en plus, moi, entre guillemets, c'était juste un job alimentaire, donc j'avais la chance que ce soit juste temporaire. Ma responsable et les autres, elles avaient des enfants, elles étaient souvent seules, etc., payées au SMIC, exactement. Donc c'est vendu par des femmes précaires, d'accord, qui sont, voilà, comme je dis, payées au SMIC. On était debout toute la journée pendant 10 heures. Hein. Je me suis tapé des journées de 10 heures à piétiner dans 150 mètres carrés de magasins, à porter des cartons, etc. Moi, je l'ai fait un temps, mais comme je vous dis, il y a d'autres femmes dont c'est le métier, avec des talons, parce que pareil, dans le prêt-à-porter, dans ce genre de... Il faut une certaine élégance. Voilà, injonction encore une fois à... Il faut être belle, il faut être apprêtée, etc. Fou, hein. Vendu à qui? À des femmes précaires, à des jeunes femmes précaires, parce que c'était pas du prêt-à-porter de luxe, hein, c'était du prêt-à-porter bas de gamme, mais vendu 30 € le t-shirt, et que ça coûte en fait à ces jeunes femmes-là. Et je me suis dit, je suis en train de contribuer dans un système qui est complètement pourri. Et au bout de quelques mois... On y contribue tous d'une façon ou d'une autre. On peut faire des efforts. On peut faire, ce que je dis, mais on y contribue tous de toute façon. Puisqu'à un moment donné, les gens doivent, parce qu'on ne peut pas l'empêcher, les gens doivent nourrir leur famille. On voit bien aujourd'hui le débat. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais le débat de la société, c'est pas un débat de société. Entre pauvres ou précaires, choisis ton camp, camarade. Ça devient inquiétant, non? Mais bien sûr, on y contribue tous, mais ce que j'essaie de mettre en avant, c'est ne te dis pas militant de telle cause si à côté tu n'es pas, tu n'agis pas en fait en réponse à tes valeurs. Donc moi, le militant qui me dit je suis écolo et qui roule en 4x4 à côté, non, ça va. Je veux dire, donc moi, bah voilà, je suis une vraie écolo pour le coup aussi parce que c'est un, enfin voilà, c'est dans mon combat aussi pour. Moi, je suis pas écolo, je le dis, les gens savent. J'essaie de faire attention. Voilà, mais je roule en hybride, ouais, comme ça au moins, voilà. Mais mes vêtements, par exemple, j'achète dans des friperies. Je suis pas militant écolo, c'est ce que je voulais dire. Je suis écolo comme tout le monde. Mais je trie, je fais tout ça. Mais je suis pas militant écolo. Mais je dis, je roule en hybride, comme ça au moins, vous parlez de c'est hybride. Mais voilà, mais c'est des petits gestes comme ça au quotidien qui font la différence. Et je salue ce que vous faites. Moi, je le fais dans une moindre mesure parce que j'ai pas de voiture et que voilà. Mais mes vêtements, je vais plus du coup les acheter dans le prêt-à-porter. Et pour terminer sur cette histoire de magasin, je suis restée quelques mois le temps, voilà, parce que j'avais aussi besoin d'aider mes parents. Comme je vous disais, on était nombreux. À la fin, j'ai terminé, j'ai tout envoyé bouler pour faire quoi? Un service civique. Voilà, donc du coup, j'ai abouti ma réflexion. Je me suis dit, bah tant pis, quitte à faire quelque chose d'intéressant et être payé moins, mais je préfère faire quelque chose en accord avec mes valeurs. Et c'est comme ça que je suis vraiment arrivée à la FEV. J'étais un peu bénévole avant.
Et donc la FEV, c'est une association d'éducation populaire Oui, je connais, ouais. où des étudiants accompagnent Suivent des des jeunes. élèves, Voilà. voilà. Donc pas du tout dans l'aide de devoir, mais plutôt ouverture culturelle, etc. Et moi, L'éveil éducatif. Voilà, exactement. Et donc moi, j'étais en volontaire en service civique pour cette association parce que j'étais pas bien en fait, vraiment. Je me levais le matin, je pleurais. Je rentrais le soir, je pleurais. J'étais confrontée à la misère humaine. C'était à Marseille, ça, que vous avez travaillé C'était à là-dessus? Marseille, oui. Et après, vous êtes monté sur Paris pour zone d'expression prioritaire, quoi. Après, donc j'avais fini mes études et j'avais vocation à enseigner. Donc, et pareil, j'ai été dégoûtée un petit peu par l'éducation nationale. J'ai été vacataire. J'ai fait 1 an de vacataire dans un lycée à Marseille, à Félix Piat, donc l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe selon les derniers chiffres. Et donc voilà, pareil, encore une fois, misère humaine, mais à côté de ça, je trouvais que voilà, l'éducation... Oui, il y a une bonne ambiance, c'est comme les gens sont Bien sympas, sûr. les gens sont très agréables, Bien sont sûr, chaleureux. et j'ai encore des nouvelles de mes anciens élèves qui m'écrivent encore, qui m'envoient sur l'application Snapchat des petits mots, etc. Donc, bien sûr, mais combien de personnes et de profs le font avec vocation? Certains le font, se disent, ah ben voilà, enfin... Et malheureusement, moi, dans tout mon cursus et dans toute ma formation, j'ai pas eu en fait la bonne image de ce qui est l'éducation nationale. Et je pense que l'école que moi j'ai eue en arrivant en France et qui m'a aidée en fait à devenir l'adulte que je suis aujourd'hui, où j'ai eu véritablement de la bienveillance, où j'ai croisé la toute première enseignante que j'ai eue en arrivant en France, qui s'appelle Laure, est encore mon amie aujourd'hui, avec qui je suis partie là en vacances cet été. Donc des profs comme elle, malheureusement, il y en a de moins en moins. Et j'avais pas envie en fait d'être dans une forme de marchandisation aussi voilà, donc j'étais prof de lettres et je préfère aujourd'hui mon travail autour de l'écriture de façon complètement désintéressée, avec un autre rapport, en pouvant aller à la fois en prison, à la fois en école de la deuxième chance, à la fois en mission locale, où on accompagne des réfugiés aussi, notamment on fait un gros travail avec les réfugiés pour qu'ils puissent se raconter, avec l'écriture à la fois comme vocation thérapeutique, mais aussi comme vocation émancipatrice. Et je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui en faisant ça et en ayant du coup un vrai pied encore dans le terrain, plutôt que d'être sur mon estrade à dire écoute, je vais t'apprendre la vie. Et malheureusement, l'éducation nationale, c'est un petit peu ça. On n'est plus du tout dans l'écoute des jeunes, quoi. Est-ce qu'on les écoute, ces jeunes? On les écoute pas. Un peu moins. Alors, je me souviens, parce que j'ai dit, je ne peux pas donner voilà, mais on salue aussi nos amis de Marseille, puisque et on peut saluer aussi au passage Hassan Gelfissi, que l'on commun. On salue Hassan. Voilà, plaisir. donc s'il nous regarde. Et donc là, aujourd'hui, parce que l'émission va toucher à sa fin, donc qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message à toute cette jeunesse de revenir à l'essentiel, d'avoir au sens, c'est quoi le message? Plusieurs choses à ces jeunes. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira, parce que voilà, moi j'ai traversé contre vents et marées un tas de choses, mais aujourd'hui ça va. Exprimez-vous, voilà, n'hésitez pas à... Je sais que l'injonction est toujours compliquée à exprimez-vous, mais prenez la parole, et c'est à nous en fait de faire la société d'aujourd'hui. On n'est pas les jeunes de demain, on est les jeunes d'aujourd'hui, et c'est nous qui faisons la société d'aujourd'hui. Et surtout, de demain. Quand on veut savoir où l'on va, il faut regarder d'où l'on vient, et je pense que ça c'est hyper important. Ne dénigrez pas et ne reniez pas vos origines, mais ne soyez pas non plus dans le too much. Et donc, sachez récupérer le meilleur de toutes les cultures que vous traversez, que vous embrassez, que vous rencontrez, pour être un petit peu mieux demain. Et si vous avez envie voilà, d'être publié, n'hésitez pas à écrire à sophia@la-zep.fr. Ah là, c'est dit, donc, mais c'est bien de faire. Mais je pense que, comme vous, parce que les gens nous disent, vous êtes toi qui as une double culture, etc. Il n'y a pas de double culture, ça n'existe pas. C'est une culture qui s'est formée, c'est un agrégat de situations qui font qu'on n'a qu'une culture, on a tous une culture. Après, elle a effectivement une base historique de pas de reniement de d'où on vient et tout ça. C'est comment on allie, ce que vous dites, c'est allier tradition et modernité, quoi. La véritable enjeu, c'est comment on peut allier tradition et modernité en étant soi-même apaisé. Mais aujourd'hui, on peut le dire, les débats ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Donc du coup, y compris les gens qui sont
un peu entre les deux, qui essayent de faire avancer la musique, entre guillemets, bah, ils sont attaqués de toutes parts, puisque soit tu es dans un camp, soit tu es dans l'autre. Aujourd'hui, on est dans le binaire dans la relation sociétale, non? C'est complètement binaire et j'irais même plus loin, c'est complètement manichéen. Et dans tous les domaines, malheureusement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la société, que ce soit... Et aujourd'hui, il n'y a plus de ce pourquoi je milite aussi, l'esprit critique, tout simplement. Voilà, peut-être qu'il y a un peu des bonnes choses sur tel aspect, mais aussi d'autres choses sur tel aspect. Et comme tu le dis très bien, Akli, c'est un agrégat de plein de choses. Et je pense qu'il faut tendre vers le meilleur et tendre vers bâtir les possibles, en fait, avec cet esprit critique-là et en ayant aussi se faire confiance et abandonner des choses qui ne vont pas. Et je pense que c'est ça le sens vers lequel doit évoluer la société. Il y a des choses qui sont absolument pas nécessaires et qu'on peut abandonner sans aucun souci. Eh bien, merci Sophia, merci d'être venue. Merci, Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel invité. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à notre rendez-vous. Bonsoir et à la semaine prochaine.